pourquoi la culture pour tous, Jean-Jacques Ayagon? Qu'est-ce que c'est que cette idée, après tout? Pourquoi la culture serait-elle pour tous? Pour tout, d'abord, il est évident que je suis très attaché à ce que la culture soit une réalité pour tous. Et en même temps, je suis toujours un peu étonné par cette formule, par ce slogan, parce qu'il donne à penser que la culture serait une réalité en soi totalement autonome, qu'il conviendrait de transfuser dans l'esprit, dans le cœur des gens, alors que la culture est au cœur même de l'aventure humaine. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'homme avec un grand H, il n'y a pas de société sans culture. Aucun individu n'est dépourvu de culture, même si certains sont pourvus d'une culture riche, d'autres d'une culture plus pauvre. Et donc je crois que si on parle de culture pour tous, c'est pour souhaiter justement que les pouvoirs publics fassent fassent l'impossible pour que la culture la plus riche, la plus diverse, la plus enracinée, la plus innovante, la plus inventrice, pardonnez-moi, soit réellement accessible à chaque femme, à chaque homme qui constitue notre société. Macha Makeyev, dans un théâtre, l'idée de culture pour tous, même si un théâtre, il faut y aller, il faut réserver, il faut payer. Est-ce que cette idée qu'il faut que ce soit ouvert au plus grand nombre, selon un certain nombre de conditions, est-ce que c'est une idée qui vous intéresse? Je me méfie beaucoup de l'idée de plus grand nombre parce que j'aime bien opposer la notion d'art à la notion de culture. Parce que la culture, ça peut être à la fois un alibi, ça peut être aussi quelque chose qui a une telle totalité, qui est tellement sans borne, qu'après tout, elle est forcément consensuelle. Moi, je préfère la notion d'art parce que c'est une notion assez irréductible. Donc, je pense qu'accueillir à la fois être artiste et diriger une maison de théâtre, c'est créer les conditions de cette rencontre. Créer les conditions de la rencontre entre l'objet artistique, le plus authentique, et surtout susciter le désir, toujours vaillamment et toujours agrandi. Parce que le côté, on va faire un acte de culture en transportant par exemple des enfants au théâtre. On les met dans une situation d'être nourris et non pas dans la situation du désir. Et ça, quand on a un théâtre, je pense que c'est important de créer ces conditions, les meilleures conditions de la rencontre poétique, mais aussi les meilleures conditions de la création d'un désir durable. Bruno Susarelli, j'ai un chiffre là qui me dit que la moitié de la tranche d'âge qui a entre 13 et 30 ans ne va jamais au musée et que 92%, donc à peu près aucun d'entre eux, n'est jamais allé à l'opéra. Qu'est-ce que ces chiffres inspirent pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça veut tout simplement dire qu'on a encore énormément de travail, nous tous, pour attirer les publics dans les institutions culturelles, que ce soit les musées, l'opéra, le théâtre et même le cinéma. Je crois qu'il y a des statistiques qui sont tenues à jour régulièrement sur les pratiques culturelles des Français qui montrent qu'il y a notamment dans la population jeune un très grand changement dans les pratiques culturelles, mais que les pratiques culturelles dites légitimes sont plutôt en déclin par rapport à d'autres types de pratiques culturelles. Le musée est une pratique légitime, bien sûr, et donc on a beaucoup de chemin à parcourir. C'est formidable et très stimulant pour le MUCEM, puisque ça permet de se dire qu'il peut faire mieux. Cette notion de culture pour tous est peut-être un peu condescendante. On est dans l'idée de démocratisation culturelle qui évidemment nous guide tous depuis toujours, mais que maintenant on doit tenir compte des pratiques, des désirs, et faire naître le désir, c'est pas forcément transmettre une culture du haut vers le bas. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est important à mon avis. Nous sommes là, nous, pour rappeler à tout le monde qu'il y a des issues, qu'on donne un certain nombre, comme le disait Aragon, on creuse des galeries vers le ciel, on s'écarte de la réalité quotidienne qui est pénible, qui est souvent décrite comme définitive alors qu'elle ne l'est probablement pas. Et je pense que l'art ou la culture sont des choses qui doivent être perçues par tous comme une possibilité de refuge, comme une possibilité d'oxygénation, comme une possibilité de se reconstruire à travers une fréquentation ou de spectacle, ou de cinéma, ou de musée,
qui montre le monde comme étant un endroit où il y a d'autres possibles que ce que l'on nous assène tous les jours, avec des gens qui ont certes l'esprit de sérieux, mais cet esprit de sérieux, au bout d'un moment, est tellement présent, est tellement contraignant, qu'il devient une espèce de cholestérol de l'imaginaire. Et j'ai l'impression, moi, que la culture pour tous, c'est d'abord de pouvoir transmettre à un pays et à son peuple le chemin qui permet aussi de rendre dignes des endroits qui peuvent l'aider à vivre. Il faut bien distinguer entre les arts et la culture. Toute la culture ne se réduit pas à l'inventaire des œuvres qui ont été créées ou qui seront créées. La culture, c'est également l'apprentissage d'un langage ou de plusieurs langages. C'est également l'apprentissage de l'histoire et de la géographie. J'ai été professeur d'histoire et de géographie et j'ai toujours considéré que j'enseignais une matière culturelle. Quand on apprend à des jeunes à se situer par rapport à l'espace, géographie, par rapport au temps, par rapport à l'épaisseur du temps, l'histoire, on les arme culturellement. Et donc, soyons très attentifs à ne pas donner de ce qu'est la culture une définition trop étroite. À cet égard, d'ailleurs, on peut noter que le ministère de la Culture a d'abord été conçu comme un ministère des arts, des beaux-arts et des belles-lettres, pour reprendre la vieille terminologie. Quand il a été créé dans sa forme actuelle en 1959, il s'est proposé de mettre à la disposition de tous les œuvres et les chefs-d'œuvre de l'humanité. Le ministère de la Culture n'aurait pas les moyens d'ailleurs d'être un véritable ministère de la Culture parce qu'il est privé d'une proximité avec le principal espace d'acculturation de tous nos concitoyens, l'école. C'est là qu'est le creuset ou en tout cas l'un des creusets essentiels de la culture. Ne nous donnons pas non plus à penser, comme je le disais, qu'il y aurait des individus avec culture et des individus sans culture. Tous les individus ont une culture. Alors parfois cette culture est très sommaire, elle n'a pas de racines, elle n'est pas communicable, elle n'est pas transmissible, elle est extrêmement sommaire, comme je disais. D'autres ont des cultures très riches, très enracinées, très ouvertes sur l'innovation, très ouvertes sur la diversité. Et je crois qu'il y a là une véritable injustice. Donc le rôle des pouvoirs publics, en tout cas du ministère de la Culture comme ministère des Arts, c'est de faire en sorte que ces œuvres qui incarnent le meilleur de l'expression culturelle, non pas la culture tout entière, soient en effet accessibles le plus largement à tous, mais à travers en effet ce phénomène de la naissance ou de la stimulation du désir. Nous avons tous assisté à ces séances où on déplace quasiment de force une classe au musée, au théâtre. On voit la dissipation d'élèves qui n'ont pas été préparés à cette visite. Quand ce sont des adolescents, ils pensent de toute évidence à autre chose, compte tenu de la mixité du groupe qu'ils forment. Quand ils sont au théâtre, très souvent, on a beaucoup de mal à retenir leur attention et à leur faire partager l'émotion du spectacle. Donc, évitons là aussi les recettes mécaniques. Quant aux slogans, je crois qu'une politique culturelle ne peut pas se résoudre à des slogans. Alors il y a eu la culture pour tous, Frédéric Mitterrand a cru devoir en inventer un autre, la culture pour chacun, je crois bien. Puis bon, ce sont des slogans. L'essentiel, c'est en effet de constater que d'un côté, il y a un formidable répertoire d'œuvres, il y a une réalité culturelle très large, et dans la civilisation, nous vivons très diverses. Nous ne vivons plus dans des civilisations, dans des sociétés de culture unique. Nous vivons dans des dans des sociétés de cultures diverses. Et il faut que nous nous fassions à cette réalité-là et que tout ça soit partagé par le plus grand nombre de façon à faire tomber les préventions, à faire tomber les ignorances, à désarmer les phénomènes de rejet ou les intolérances. Voilà le grand enjeu de la culture. Mais on ne peut pas la réduire ni à une catégorie, ni à une autre, ni à une définition, ni à une autre. C'est une réalité très, 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 très large, très ouverte. Je trouve que l'art n'a pas à être compris tout le temps. Parce que ce qui est compris est plus petit que ce qui est. Et je pense que quand on a un choc violent devant une œuvre, ce n'est pas simplement le raisonnement qui souvent tue la pensée, qui est la possibilité d'accéder à cette œuvre. Je pense qu'il y a tout un système de fascination, il y a un système émotionnel, il y a un système évidemment intellectuel pour ceux qui ont une culture, qui ont pu comprendre. Si on prend un tableau de Mondrian, il commençait par dessiner des arbres et après il a fait des carrés. Mais je pense qu'un enfant de 12 ans peut être fasciné
tout d'un coup, par un tableau de Mondrian ou par une œuvre d'art contemporain sans la comprendre. Je pense qu'un des mystères de l'art, c'est ça. C'est cette relation tout à fait intime et en même temps presque magique, comme le disait André Breton, entre celui qui reçoit une pièce de théâtre, un tableau, une sculpture et la sculpture elle-même. Il y a quelque chose qui n'appartient qu'à l'art. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que le meilleur environnement pour l'homme, c'était l'art. Je voudrais quand même dire que, certes, Pierre Bourdieu est mort depuis maintenant un certain nombre d'années, mais qu'il a écrit des choses qui restent vraies. Et je suis assez d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce livre qu'il avait écrit, je crois en 1966, qui était L'amour de l'art, où il disait « L'œuvre d'art, en tant que bien symbolique, n'existe comme telle que pour celui qui possède les moyens de se l'approprier, c'est-à-dire de la déchiffrer. » Donc bien sûr, je suis d'accord avec Jean-Michel Ribes, il faut une relation immédiate, il faut ce désir, etc. En même temps, je pense qu'il est intéressant, il est essentiel d'apporter des outils de compréhension, d'où l'importance de l'éducation artistique à l'école, on y viendra certainement. Et je voudrais dire à Jean-Jacques que je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'œuvre d'art n'est qu'une partie de la culture. L'art, c'est pas simplement l'art noble, les beaux-arts, c'est aussi l'art populaire, c'est aussi les manifestations concrètes de la vie quotidienne, etc. Et de ce point de vue-là, un musée comme le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, est précisément là pour à la fois montrer qu'il peut y avoir de l'art et de la beauté dans l'expression de la vie quotidienne, et en même temps donner des clés de compréhension pour un certain nombre de phénomènes de société. Donc les choses ne sont pas incompatibles au fond. Mon ami, le peintre Gérard Garouz, qui est un ami depuis toujours, a créé une association qui s'appelle La Source. Et cette association, ce qui prouve, à mon avis, le bienfait de l'art, moi je pense que c'est ça le plus important, pour aider à vivre, est une association qui qui travaille avec des enfants très maltraités, très hors de la société, très en déshérence, et qui retrouvent sens dans la vie, dans la pratique de l'art. Ils ont parfois 5 ans, jusqu'à 15 ans, 16 ans, et tout d'un coup, en créant simplement, en effet, soit, comme vous le disiez, des choses avec de l'art modeste, mais en créant, cette pratique-là reconstitue la vie. Et reconstitue la vie sans auparavant avoir enseigné ce qu'était l'art. C'est-à-dire, je crois que chacun a une part de créativité en soi qui peut s'exprimer. Et cette part de créativité en soi, il faut qu'il la retrouve en allant dans ces lieux, musées, théâtres, etc. C'est-à-dire que ce que disait Duchamp quand il disait « l'œuvre est faite par celui qui la regarde », c'était considérer le public comme des artistes et des créateurs. Et ça revient un peu à ce que je disais au début. Il faut que cette société qui nous gouverne donne de la dignité aux gens et leur dise qu'ils sont, par l'environnement dans lequel on les place politiquement, socialement, dans un endroit où ils peuvent se considérer comme artistes et comme capables de recevoir des émotions, monsieur, et aussi des pensées, sans forcément être passés par un enseignement, etc., même si l'art à l'école est indispensable.